l'ouverture de la deuxième phase commence en 1969 avec la mise en place du régime du parti unique, parti État RPT. Alors, qu'est-ce qui a nécessité qu'on en vienne à la mise en place de ce parti unique? C'est qu'en réalité, la mise en place du pouvoir militaire n'était pas arrivée à stabiliser les relations politiques dans la situation congolaise. La crise pouvait, elle se développait en sous-main. On le sentait par les initiatives que prenaient les uns les autres de reconstituer des organisations indépendantes, lesquelles avaient été dissoutes depuis le coup d'État de 1967, puisque dès que l'armée a pris le pouvoir, elle a décrété l'ensemble des organisations des partis politiques dissous, jusqu'à nouvel ordre. Et donc, le CUT, la Juvanto, l'UDPT, tous ces partis-là n'avaient plus d'existence légale. Et en fait, à travers la mise en place du parti RPT en 1969, c'est un diktat de l'impérialisme français à la classe politique togolaise dont les rivalités intestines mettaient en danger ses intérêts dans la situation togolaise, comme par exemple ce qui s'était passé le 21 novembre 1966, comme par exemple ce qui se passait entre Liski et Meachi, qui rivalisaient pour l'occupation du même fauteuil présidentiel, etc., etc. Et donc, lors de la création du RPT d'ailleurs, il a été indiqué que ce parti avait été créé sur le modèle de ce que De Gaulle voulait faire en France avec la création du RPF, qui est un parti qui n'a pas eu le temps de constituer, le Rassemblement du peuple français, par lequel De Gaulle également, dans la situation française, voulait discipliner les différentes fractions de la bourgeoisie française, qui se chamaillaient, à l'époque, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1958, puisque vous savez que les institutions de la 4e République française se sont effondrées avant l'avènement au pouvoir de Gaulle, et précisément parce que les partis de la 4e République se trouvaient incapables de répondre aux luttes coloniales qui avaient commencé avec des développements armés en Algérie et dans les autres pays d'Afrique à travers toutes ces manifestations qui se développaient, et les tenants de la 4e République ne pouvaient pas y répondre, ce qui avait fait venir De Gaulle au pouvoir comme militaire pour discipliner les différentes fractions de la bourgeoisie française et imposer la défense des intérêts communs de l'économie française à ces classes bourgeoises françaises-là. C'est ce que De Gaulle a fait, et c'est ce pourquoi il voulait constituer un parti qu'il n'a même plus voulu faire, puisqu'il a exercé son pouvoir à travers les institutions de la 5e République française comme une sorte de monarque qui domine l'ensemble de la situation, qui décide de tout, et auquel, en réalité, personne ne rend compte. C'est ce qu'il a fait dans la situation française. Eh bien, au Togo, c'est ce modèle qui a été utilisé pour forcer les différentes composantes de la classe politique togolaise, toutes parties, toutes tendances confondues, à se fondre. C'est pour ça qu'à l'époque, on a parlé du RPT comme un creuset national dans lequel viendraient se fondre toutes les forces vives de la nation, etc., etc. En fait, ce creuset national, c'était le creuset au sein duquel étaient disciplinés par la discipline, véritable discipline militaire, les différentes fractions de la classe politique togolaise. Songez tout simplement qu'on était sous le régime militaire des Adema, sous un régime militaire depuis 1967, et ça ne pouvait être autre chose qu'un parti dictatorial. C'est bien pour cela qu'on l'a appelé parti unique, parti d'État. Eh bien, après cette mise en place en 1967, dès 1971, tout ce montage va être mis en difficulté, malgré le fait qu'on ait mis en place un parti unique. Le régime se sentait toujours menacé, et lors d'une petite réunion de nationalistes dans une maison à Togoin, on ira fusiller certains de ces militants, Clément Collor notamment, qui participaient à cette réunion-là. L'année suivante, en 1972, le 4 novembre, le gouvernement prendra une décision exceptionnelle de dissoudre de manière arbitraire les organisations syndicales, qui, elles, n'avaient pas été dissoutes lors de la prise du pouvoir par l'armée en 1967, qui continuaient à avoir leurs activités de manière indépendante.
qui, lors de la création du RPT en 1969, avaient vu leurs responsables convoqués pour constituer une centrale syndicale unique, laquelle serait affiliée au RPT, au parti unique, parti État, sur le modèle de ce qui se passe dans les pays de l'Est, etc. et tout. Mais compte tenu de la vive résistance qu'il y a eu à l'intérieur des syndicats, mais cela n'a pas pu se faire. Eh bien, cela n'ayant pas pu se faire, mais le gouvernement a pris la décision autoritaire de proclamer la dissolution des centrales syndicales et de mettre en place sa propre centrale syndicale inféodée directement au parti, qui sera la CNTT, qui existe encore jusqu'aujourd'hui, la Confédération nationale des travailleurs du Togo, qui a été constituée non pas par une évolution interne de l'UNTT, c'est-à-dire de l'Union nationale des travailleurs du Togo qui existait jusque-là, mais sur les cendres de l'UNTT, c'est-à-dire qu'il a fallu dissoudre la centrale indépendante qui existait avant pour en constituer une nouvelle, et vous reconnaîtrez à partir de là que lorsqu'on constitue quelque chose de nouveau dans cette condition, la nouvelle chose qu'on constitue ne pourra jamais avoir la légitimité que l'ancienne avait. Et ça également, ça sera un facteur de crise dans le monde du travail, et le régime des Yadema aura toujours fort à faire avec les travailleurs sur le terrain de leur lutte. L'année suivante, en 1973, il y aura une grève, toujours la même année 1972, pardon, il y aura une grève des élèves du lycée de Tokoin contre l'augmentation de l'écolage, mais c'est surtout en 1975 que les développements prendront un caractère aigu avec la grève des étudiants de l'Université du Bénin à l'appel de l'AETB, qui était leur association à l'époque, qui s'appelait l'Association des étudiants togolais de l'Université du Bénin. Cette grève, elle s'était développée autour de revendications qui avaient un caractère éminemment politique. C'est-à-dire qu'elle est partie de quoi? Certes, il y avait des revendications étudiantes relatives à l'amélioration des conditions de vie, d'études, restaurants universitaires, chambres en résidence universitaire, etc. Mais ces revendications principales étaient, premièrement, le Yadema, qui n'en est pas une mesure saugrenue plus près, a donné rendez-vous aux étudiants au Palais des Congrès qu'on appelait à l'époque la maison du RPT à 2h47 du matin. Il a dit, je veux voir tous les étudiants pour répondre à leur lettre ouverte, parce que les étudiants ont demandé, ont formulé ces questions par une lettre ouverte adressée au gouvernement. Et il a dit, d'accord, je vais vous y répondre, mais venez à la maison du RPT à 2h47 du matin, précise. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les étudiants ont pris sur eux de se passer le mot, et ils étaient tous là à leur pile, pour ne pas être en tort par rapport au régime. Et la première chose que Yadema a dit lorsqu'ils sont arrivés, c'est qu'ils ont eu beaucoup de chance d'être arrivés à l'heure, et à partir de là, les questions commençaient à fuser à l'endroit des membres du gouvernement qui étaient tous là au grand complet. Et il y avait l'une de ces responsables étudiantes qui adressait des questions tellement gênantes au membre du gouvernement qu'à un moment donné, James Sassia, que vous avez vu hier, a pris la parole pour demander aux soldats qui étaient là pour faire leur sécurité de la fusiller. Et ça a choqué, indigné tout le monde. Mais bref, eux-mêmes, ils se sont rendus compte de ce que le contrôle du mouvement étudiant allait leur être quelque chose de difficile. Et ils ont trouvé une façon de se sortir de cette situation-là. Mais Yadema, vers la fin de la réunion, menacera les étudiants en disant on peut tuer tous les étudiants pour consolider la paix au Togo. S'ils pensaient qu'avec son régime, le pays avait retrouvé la paix, et ils n'hésiteraient pas à les liquider tous si c'était le prix à payer pour cette soi-disant consolidation de la paix au Togo. Donc, vous-même vous voyez jusqu'où ce régime était prêt à aller. Mais toujours sur le terrain des travailleurs, il allait confronter en 1978 à une grève des dockers du port de Lomé contre leur salaire,
Et la même année 78, un autre événement indiquant le rejet du régime par les populations, toujours dans le monde scolaire, c'est illustré par le fait que les élèves du collège Saint-Joseph qui sont juste ici à côté, ont refusé de participer au défilé traditionnellement organisé par le régime le 13 janvier. Parce qu'ils estimaient que pour eux, ce n'était pas une date qu'il fallait célébrer. Rappelez-vous que jusqu'à ces derniers temps, pour les membres du RPT, le 13 janvier était la fête de la libération nationale. Le jour de l'assassinat de Libio, pour eux, c'était une fête de libération. Et on faisait bombance dans les camps militaires, on paradait, on se réjouissait d'avoir assassiné celui qui a conquis l'indépendance pour le Togo en 1963. Eh bien, les élèves du collège Saint-Joseph, ne l'entendant pas de la sorte, ont refusé de participer à ce défilé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été convoqués à la présidence, sermonnés, et on les a obligés à marcher à pied jusqu'à Guadeloupe, 20 km aller-retour, pour les puiser. Et sous le chaud soleil de ces parties-là, de ces périodes-là, puisque vous savez que le mois de janvier est un des mois les plus chauds de l'année, tous ils ont marché sous le chaud soleil comme punition pour avoir osé ne pas participer au défilé du 13 janvier. La même année, 1978, il y aura une grève à la raffinerie de pétrole qui venait d'être construite autour de revendications des travailleurs sur le non-paiement de leurs droits de fin de contrat. Cette raffinerie avait été construite par des entreprises étrangères qui, elles, avaient prévu d'indemniser les travailleurs normalement. Eh bien, la partie togolaise, c'est-à-dire les membres du gouvernement qui avaient été désignés pour superviser les travaux, à qui l'argent qui devait être remis aux travailleurs pour rupture de contrat avait été remis, ont détourné les fonds. Et les travailleurs, l'apprenant, se sont mis en grève. Et véritablement, ça a été un affront que le régime ne pouvait pas supporter, tant et si bien qu'on a envoyé les commandos karatékas de la garde présidentielle réprimer très sauvagement et brutalement ce mouvement de ces ouvriers du chantier de la raffinerie de pétrole. En 1980, va intervenir une mobilisation décisive qui est rentrée dans l'histoire comme étant le point de départ de la décrépitude du régime des RP1. C'est la fameuse grève des chauffeurs de taxi qui a eu cette année-là. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des grèves qu'il y a eu en milieu scolaire, en milieu estudiantin, mais depuis la normalisation répressive du monde du travail avec la constitution de la centrale syndicale CFDT, par la dissolution des centrales indépendantes de 1972, dans le monde du travail, il n'y avait plus de grève en tant que telle. Et les principaux dirigeants syndicaux qui avaient été soit contraints de fuir en exil pour avoir une sauve, c'est le cas d'Abdoulaye Salami, qui était le secrétaire général de l'UNTT à l'époque où les choses s'étaient passées. Lui-même, en 1968, la grève qu'il avait eu pour objet d'exiger son retour au Togo. Bon, c'est vrai qu'il s'appelle Abdoulaye Salami. Si vous le voyez, c'est un nago, bien balafré et tout, mais qui a toujours eu une audience formidable dans le monde du travail togolais. C'est un nago de Bassar. D'accord? Il est né à Bassar, a fait ses études là, et son père fait des études d'ingénieur, et après avoir terminé ses études d'ingénieur en France, d'ingénieur télécom, il est venu ici, resté à Lomé, bon, à la Grande Poste, où il travaillait comme ingénieur du service des postes et télécommunications. Et c'est lui qui avait été porté à la tête des centrales de la centrale syndicale CFDT à l'époque. Eh bien, lorsque les travailleurs s'étaient mis en grève en mai 68, le gouvernement, pour casser le mouvement, l'avait arrêté et l'avait déporté hors du Togo, au motif qu'il n'était pas togolais, qu'il était nigérian, parce que c'était un nago, qu'il était balafré et tout ça. Et donc, bon, il n'avait pas sa place au Togo et tout. Et tout le monde du travail du Togo s'est mis en grève pour exiger son retour. Et ils ont été obligés de le ramener dans le pays.
Mais l'ayant ramené, il n'en était pas moins de manière permanente, hein, bon, en but à des menaces et intimidations du régime, qui voulait l'arrêter, le faire disparaître et tout. Et il a compris que ça avait été à manger, qu'il fallait qu'il mette bon, de la distance entre lui et le régime, ce qu'il a fait en parlant. Et donc, depuis son départ, et depuis donc l'année 1972, aucun mouvement réellement significatif n'était intervenu chez les travailleurs de manière coordonnée, outre la grève épisodique dont j'ai parlé tout à l'heure chez les travailleurs de la raffinerie. Et là, cette grève des chauffeurs de taxi, qui est une corporation très organisée, comme vous savez. Vous savez que les chauffeurs de taxi ont toujours eu leur syndicat. Et ces syndicats-là, qui se mettaient en grève une fois, quand bien même ils appartenaient à la CNTT fantoche, créée par le régime, démontraient qu'il y avait un grain de sable qui avait commencé à rentrer dans l'un des rouages du régime, et c'est par le monde du travail que c'est intervenu. 8 années après, en 1988, il y aura le premier événement qui, à la suite de la grève des chauffeurs de taxi, va intervenir comme l'événement précurseur des développements qui interviendront 2 ans après avec le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, puisque le 19 juillet de l'année 1988, les prisonniers de la prison civile de Lomé se mutinaient, incendiaient les bâtiments et disaient qu'ils en avaient marre de vivre dans cette prison comme dans un carcan répressif, etc. En réalité, ce qu'ils vivaient dans cette prison était à l'image de ce qui se passait dans l'ensemble de la société togolaise, où les gens étaient consultés, où il n'y avait pas de liberté d'expression. Vous savez qu'à l'époque, bon, la délation était organisée. Celui qui disait du mal des Adémas était enlevé, même y compris dans sa propre famille, et des gens, pour comment dire, régler leur compte personnel, allaient des fois mentir dans le compte de gens qu'ils avaient dit des choses sur les Adémas, etc. On venait les arrêter, les torturer dans les choses du régime, etc. Eh bien, c'est cette situation qui commençait à s'effondrer le 19 juillet 1988 avec ce qui s'était passé à la prison civile de Lomé. Et comme je disais que tout ceci annonçait ce qui allait survenir 2 années plus tard, l'année suivante, en 1989, un autre événement va intervenir qui va montrer que véritablement les temps ont commencé à changer et quelque chose se préparait dans la situation togolaise. Cet événement sera l'arrestation de Godwin Tété, celui qui a fait le rapport ici, à l'introduction de la discussion ici hier, et de Kouliakoui, qui est un militant de la CDPA à Abidjan. Ces 2 hommes transportaient un lot, ils convoyaient un lot d'une publication qui s'appelle l'Alternative, qui est le document fondateur de la CDPA. Lequel document a été écrit par quelqu'un qui a été professeur ici à l'université de Lomé, qui a été arrêté dans une répression qui a eu en 1985, un fameux procès là, qui a eu, donc ça on en parlera après dans l'évocation de la situation de violation des droits de l'homme, et qui sérieusement la création de cette association. Et bon, dès qu'ils se sont rendus compte que se créait dans le pays une situation qui allait être dangereuse pour eux, avec la distribution de toute une série de tracts critiquant le régime, qu'ils n'acceptaient pas, et situation pour laquelle ils avaient mis leur police à la trousse, à la recherche de ceux qui distribuaient ces tracts, jusqu'à ce que quelqu'un qui était infiltré à l'intérieur de ces jeunes qui distribuaient ces tracts ayant tendu la mèche, on procédera à l'arrestation de tous les étudiants qui distribuaient ces tracts, dont le fameux logo de soulier de Dogo Agbeleko, et ça sera au mois d'août leur arrestation, leur procès, qui, loin d'être un procès de ces jeunes, va devenir un procès du régime, dans la mesure où, à ce procès-là, les étudiants ne vont pas se laisser démonter du tout. Ils vont critiquer le régime, dire ce pourquoi ils écrivent des tracts pour dénoncer ce qui ne va pas dans la situation togolaise, à tel point que, pris de honte, le gouvernement va prendre la décision de libérer les étudiants qui ont été arrêtés, torturés à l'électricité. Ces jeunes, également, lors de leur procès,
vont parler des tortures qu'ils ont subies en détention, etc., etc. Tout cela va si fortement indigner l'opinion et faire pression sur le régime qui va procéder à leur libération avant que le 5 octobre, les deux, qui n'étaient pas des étudiants, puisque vous vous souvenez que eux étaient les seuls à ne pas être parmi, je crois, les 13 étudiants étudiantes qui avaient été arrêtés, ceux qui étaient des travailleurs. Et donc, c'est le jour où leur procès, le délibéré de leur procès allait être fidé au tribunal de Lomé, qui était ce fameux 5 octobre, qui a eu le soulèvement populaire qui a éclaté à partir de là. Et donc, véritablement, tout l'édifice qui a été mis en place depuis 1967, c'est ce jour-là totalement écroulé avec la révolte qu'il y a eu et qui, déferlant hors du palais de justice de Lomé, a embrasé d'abord toute la capitale avant de se transporter à partir de là, au mois de novembre et décembre, sur toute l'étendue du territoire national, par la grève des chauffeurs de taxi, encore une fois. Les mêmes qui, en 1980, avaient fait la grève qui avait une signification particulière dans la situation togolaise, dès que les choses vont basculer à Lomé, vont reprendre le flambeau de leur lutte en décrétant une grève contre ce qu'ils appelaient le permis professionnel d'une part, puisque le gouvernement avait pris la malheureuse décision d'instituer un permis dit professionnel pour les chauffeurs de taxi, mais en fait, c'était l'occasion de les escroquer à nouveau. Ils n'entendaient pas accepter et ils ont glissé leur mouvement dans le mouvement qui venait d'exploser à partir du palais de justice de Lomé pour couvrir toute l'étendue du territoire national en paralysant le pays. Et je puis vous assurer que cette grève-là, elle a été mémorable puisque le secteur des transports est un secteur vital pour une nation. Lorsque vous ne pouvez plus aller voyager d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, mais là, il y a une situation assez tragique qui se constitue dans un pays. On sait qu'il se passe nécessairement quelque chose. D'autant plus que ces chauffeurs de taxi en grève ont pris les dispositions pour que leurs frères de Lomé jusqu'à Saint-Cassé soient prélevés, soient dans le monde. Ça veut dire, à tout le moins, qu'on a passé des consignes de mot d'ordre de grève, qu'on a donné des informations sur ce qui s'était passé à Lomé au palais de justice, à l'explosion qu'il y a eu, à l'incendie des véhicules administratifs, à l'incendie des commissariats de police qu'il y a eu, aux morts qu'il y a eu, à la situation d'effervescence et de population généralisée qui intervenait dans la capitale. Et donc, tout ceci s'est répandu comme du feu sur tout le territoire national, et l'une après l'autre, mais les différentes localités entrées en mouvement. Et à la suite de ça, c'est la population de Mango qui, les 28 et 29 novembre, s'est soulevée pour exiger d'aller pêcher du poisson dans le fleuve Oti où ils étaient interdits de le faire. A commencé à poser des problèmes de réserve de faune de l'Oti et de l'Équerran, puisque Adema avait décrété d'interdiction de chasse ces réserves-là, où lui seul allait chasser avec les invités qui venaient de le voir de l'étranger, ce que les populations considéraient totalement injuste. Population qui avait été délogée manu militari de ces réserves lorsqu'il a failli les constituer dans les années 70, dans la deuxième moitié des années 70 par là. Et il y a eu des articles, même y compris dans le Monde, expliquant comment de pauvres paysans qui avaient leur village là, qui habitaient là depuis des années, avaient vu arriver des militaires togolais, mais qui ont tous saccagé, brûlé leur village en leur disant d'aller vivre ailleurs parce que le gouvernement avait pris la décision de faire de ces territoires sur lesquels ils étaient des réserves de chasse, ce qui était véritablement pitoyable à l'époque. Et donc, c'est contre cela, tout ceci qui était resté dans les mémoires depuis les années 70, qui intervenait donc en novembre 1990, où les populations de la région de Zongo se soulevaient donc pour avoir le droit de retourner sur leurs terres, etc. Deuxièmement, les travailleurs du complexe sucrier à Danier se mettaient également en grève au mois de décembre, et donc vous voyez que tout ceci faisait une sorte de continuum qui, à partir du soulèvement du 5 octobre 1990, étendait le mouvement sur le territoire national jusqu'à ce que, en 1991,
le mouvement soit puissamment réveillé à Lomé, à nouveau, sur le terrain estudiantin, par tous les développements qu'il y a eu sur le campus avec les grèves des étudiants, la répression de cette grève, l'entrée des femmes en mouvement au mois de mars, où la population s'est soulevée, la répression sanglante de ce mouvement qui a occasionné des morts, et le fait que devant l'ampleur du mouvement qu'il y a eu chez les étudiants, et il y a des mains se sentant totalement perdu, a vu arriver à son secours Maître Agoïbo, qui s'est porté à la tête du mouvement des étudiants. Rappelez-vous, à l'époque, il était le président de la Commission nationale des droits de l'homme et est intervenu pour servir d'intermédiaire entre le mouvement des étudiants et Adema dans une négociation sur les revendications qui faisaient l'objet de la grève qui avait été décrétée au cours de ce mois de mars. Et c'est ainsi que il est devenu une sorte de porte-parole du mouvement qu'il n'a plus voulu lâcher depuis. Et c'est après cela, à l'époque, c'était cela l'idée. Et d'autres se portaient devant l'ambassade de France, etc. et tout, en les appelant au secours du peuple togolais et tout, mais tout le monde finira par comprendre assez rapidement que ceci n'interviendrait jamais en leur faveur. Eh bien, les choses vont continuer de manière telle que, après cette découverte des cadavres de la lagune de Baie, les jeunes vont exiger que Adema démissionne. Et fort curieusement, ce sont les dirigeants du mouvement, à savoir Kofigo et Maître Agoïbo, qui, dans une interview qu'ils ont accordée à RFI, déclareront qu'il n'est pas question qu'Adema s'en aille parce que s'il partait, il y aurait un vide politique dans la situation togolaise. Donc, vous voyez comment, lorsque les occasions se présentent, pour que le peuple togolais puisse faire le basculement, tourner les pages du régime, le démettre, à chaque fois il intervient quelque chose qui fait en sorte que ce régime est au dernier moment sauvé. De la même manière qu'on l'a vu en 1963 avec la table ronde, de la même manière cette fois-ci ce sont des dirigeants qui se sont portés à la tête du mouvement de contestation des populations qui là vont proclamer qu'il n'est pas question qu'il y ait s'en aille. Parce que le mouvement qui est en cours n'est pas un mouvement qui se fait sur un schéma putschiste, mais qu'eux, ils veulent un changement démocratique par la voie électorale et tout. Donc il faut attendre que des réformes soient faites avant que l'autorité Adema puisse partir. Or, dans les mobilisations qu'il y a eu le 5 octobre 1990, les parcours c'était des slogans de Adema démission qui étaient envoyés sur des pancartes portés par les jeunes. Et la réalité est que le mouvement d'octobre 90 est un mouvement qui est venu de la jeunesse. Ce n'est pas un mouvement des générations plus âgées. Et de ce point de vue, s'il y a un bilan à faire du comportement des générations les plus âgées, mais elles ont littéralement démissionné depuis 1963. Puisque les uns et les autres ont, à partir de la pression des organisations politiques, sont restés dans l'attentisme, ont développé une forme de résistance, mais elle était passive. Et c'est ça qui a prévalu jusqu'à l'époque. Et donc vous verrez que de 1963 jusqu'à l'année 1990, le nombre d'années qui vont se passer avant qu'une nouvelle, c'est quasiment une nouvelle génération, qui s'est levée pour bouleverser tout l'ordre politique existant. Alors ça, je l'ai dit tout de suite, c'est quelque chose qu'il faut méditer, mais considérablement, parce que des fois, lorsque l'histoire vous offre l'occasion de faire un changement donné, et que vous ratez cette occasion, des fois il faut attendre une nouvelle génération avant que vous ne retrouviez